Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Vous êtes né au Congo, vous avez étudié en France, vous vivez aux États-Unis. L'ouverture sur le monde est l'un des thèmes phares de ce prix, du prix François. Et cette ouverture semble ancrée en vous. En quoi l'ouverture sur le monde a-t-elle influencé votre travail littéraire? L'ouverture sur le monde a influencé mon travail littéraire d'abord en tant que lecteur, puisqu'un écrivain n'est en réalité que quelqu'un qui aime la lecture, qui l'aime tellement qu'il voudrait lui-même écrire des livres dans lesquels il se retrouverait. Donc déjà les livres que je lisais portaient en eux cette ouverture, les Gabriel Garcia Marquez, les Mario Vargas Llosa, les Kawabata, les Dino Buzzati. C'est des livres qui englobaient le monde. Même lorsque les écrivains parlaient de leur propre contrée, il y avait une dimension tellement ouverte qu'on se disait il faut à tout prix voyager. Et j'ai beaucoup voyagé par les livres. Donc la littérature, effectivement, est le prolongement de ce besoin, de cette soif qui date de l'enfance. Et puis n'oublions pas que je suis né à Pointe-Noire, c'est une ville côtière, l'océan Atlantique. Et bien, de l'océan, nous voyons les navires arriver, les navires partir, et même historiquement, il y a eu cette traite négrière où les gens sont partis. C'était déjà inscrit dans le sens du voyage historique, douloureux, mais aussi du voyage de la joie, lorsqu'on voyage pour le plaisir, notamment par la littérature. Alors, ce prix prône l'échange, le dialogue des cultures, et ce sont deux notions qu'on retrouve également dans vos ouvrages. Pensez-vous que la littérature aide au dialogue des cultures? La littérature aide forcément au dialogue des cultures. Vous savez, même le plus xénophobe ou le plus raciste des individus, il ne va pas dire je ne vais pas lire les Japonais parce que je n'aime pas les gens qui sont jaunes, je ne vais pas lire les Africains parce que je n'aime pas les Noirs, ou l'Africain raciste ne va pas dire je ne vais pas lire le Blanc parce qu'il m'a colonisé ou m'a mis en esclavage. La littérature dépasse cela parce qu'il s'agit d'inventer des espaces, de confronter les imaginaires. Et peut-être même que la solution de ma réussite se trouve dans un imaginaire qui n'est pas forcément dans mon continent. Donc la littérature est une proposition de courtoisie. Et les intolérants, pour la plupart, ne lisent pas et n'aiment pas la littérature. Si vous voulez savoir qui est intolérant, qui est discourtois, qui est haineux, regardez simplement qu'est-ce qu'il lit. Est-ce qu'il lit seulement les choses qui sont de l'ordre futile ou bien il rentre dans la grande littérature, celle justement de Camus, de Proust, de Kenzaburo Oe, de Pavese. Ça, c'est les vraies littératures de courtoisie, les Beckett, les Steinbeck, Samuel Beckett, on l'a dit, qui considérait même que la patrie était subsidiaire par rapport à l'univers qu'on créait. Et je dirais même qu'il y a des gens encore qui continuent à brûler des livres. Il y a des gens qui brûlent, qui brûlent les livres. C'est bien malheureux puisque c'est une partie même de l'imaginaire qu'on brûle. On pense au Malien Amadou Hampâté-Bâ, lui qui disait déjà en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais ceux qui brûlent les livres sont en train de brûler peut-être les vieillards qui auraient pu nous donner la sagesse, parce que le livre doit survivre à l'homme pour que les générations se transmettent la force de notre imaginaire. Alain Mabankou, vous êtes en train de devenir l'un des auteurs emblématiques de la francophonie. Pensez-vous que cette catégorie a un sens par-delà une langue en partage? Moi, j'ai toujours vu la francophonie au-delà même de la langue. La francophonie, c'est aussi la reconnaissance du partage d'un destin commun. Quoi qu'on dise, quand vous prenez les Congolais de Brazzaville et les Français, c'est vrai que ce qui nous lie, c'est la langue française, mais au-delà de cette langue française, il y a l'histoire. Dans les années 40, quand la France était occupée, la capitale de la France libre, c'était Brazzaville. Donc tous les Français étaient des Congolais quelque part. Donc nous avons cette histoire déjà qui est là, plus la langue qui vient se rajouter, c'est vrai, plus les codes
intellectuelle, les repères, la marche que nous suivons pour avancer, tout cela peut créer quelque chose au-delà de la langue. Réduire la francophonie à la langue, c'est accepter indirectement la suprématie de la France sur les autres parties du monde qui parlent la langue française, ce que j'ai toujours refusé. Parce que si vous calculez bien, le nombre de gens qui parlent la langue française à l'extérieur de la France est plus important que les 50 ou 60 millions de Français et qui parfois ne parlent pas très bien leur langue, ce qu'ils appellent leur langue, faut-il le dire. Alors, vous enseignez la littérature francophone aux États-Unis. Comment est-elle perçue par les étudiants outre-Atlantique? Et puis, je poursuivrai ma question. Que pensez-vous de son rayonnement dans le monde? Pour rebondir sur votre réponse. Ben, les étudiants américains viennent à la littérature africaine écrite en français avec bonheur parce que non seulement ils étudient les grands auteurs d'Afrique noire francophone, donc Sembène Ousmane, Léopold Sédar Senghor, Bernard Dadier, Amadou Kourouma, Tierno Mononombo, Dongala, Soni, Tikaya et beaucoup d'autres. Mais en étudiant cette littérature, ils étudient aussi tout un continent dont ils ignorent beaucoup de choses. En particulier les Noirs américains qui ont une idée mythique de l'Afrique. Or, lorsqu'on étudie la littérature africaine, c'est une littérature qui est née de la contestation. Ce n'est pas une littérature de loisirs, de plaisir. Nous, Africains, sommes devenus des écrivains par sentiment de revendication d'une certaine identité. C'est pour cela que cette littérature africaine écrite en français, qui ne date pas qui a moins de 100 ans, ben, c'est pour cela que les premiers textes étaient des textes dans lesquels les auteurs voulaient prouver aux Blancs qu'ils pouvaient eux aussi écrire, bien accorder les subjonctifs imparfaits, avant que ne viennent des auteurs plus autonomes comme les Yambo Ologem en 1968 avec son roman Le devoir de violence. Mais c'est une littérature d'une richesse historique, d'une richesse thématique qui permet aux Américains de pouvoir ne pas lire que la littérature française dans laquelle on leur fait la peinture de l'Europe ou de la France, mais aussi de l'Afrique, lusophone, francophone et autres. C'est ça le bonheur que j'ai lorsque j'enseigne cette littérature, dire aux Américains que c'est un continent riche, avec des mythes, avec des légendes, avec des grands hommes culturels, même si nous avons toute une flopée de dictateurs qui toujours bloquent le développement de l'Afrique, mais ils ne peuvent pas bloquer la culture. Ils partiront un jour, ces dictateurs. Ils partiront un jour parce que... En espérant qu'ils ne soient pas remplacés, mais ils partiront. Voilà, j'ai jamais vu un dictateur immortel de toute façon. On est tous. Quel est le livre ou l'auteur qui vous a fait aimer la langue française et qui vous a donné envie d'écrire? Alors, le livre ou l'auteur qui m'a fait aimer la langue française, ben, paradoxalement, ça étonnerait, puisque moi, je lisais beaucoup plus Frédéric Dard, San Antonio, parce que c'était le seul livre que je pouvais avoir. Les Français qui venaient en vacances au Congo-Brazzaville ramenaient des romans policiers qu'ils laissaient dans les hôtels. Et mon père travaillait dans un hôtel et il ramenait les San Antonio à la maison. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en aimant San Antonio, donc Frédéric Dard, quand j'avais lu un peu sa biographie et ses interviews, je me rends compte qu'il aimait lui Ferdinand Céline, qui est un de mes auteurs préférés en matière de langue et d'écriture également. Donc je pense que Frédéric Dard reste toujours un des auteurs que j'ai aimé et je trouve injuste qu'on ne l'ait pas considéré à sa vraie place et alors qu'il a bien modifié la langue de l'intérieur, il a bien marqué la littérature, pas seulement policière, mais dans les inventions. Bon, après, je me suis plus orienté vers la littérature latino-américaine, notamment les Mario Vargas Llosa, les Gabriel Garcia Marquez, Juan Rulfo. 100 ans de solitude. Voilà, 100 ans de solitude, parce que c'était proche de notre univers tropical. Donc du coup, pour moi, c'était essentiel de lire ces auteurs avant de bifurquer, revenir. En Europe, c'était normal. Ils étaient au programme, on avait Zola au programme, Dumas au programme,
Après, on avait La peste d'Albert Camus au programme. On avait Jean-Paul Sartre, La paix respectueuse, Les mots, Les mains sales étaient au programme. D'autres auteurs, hein, Les mots passants, tout ça. Donc c'était une littérature naturelle pour nous, puisqu'elle était au programme. Pour s'émanciper du joug de cette littérature française qui était trop présente, eh bien, nous lisions au centre culturel d'autres livres d'auteurs étrangers et parfois africains, d'où ma découverte de L'Enfant noir de Kamara Lai un peu plus tard, ou Des bouts de bois de Dieu de Senven Ousmane, La grève des Batous d'Aminata Sofal. Alors, il se décerne en France plus de 3000 prix par an. François, chaîne du groupe France Télévisions, lance son prix, le prix François, avec une philosophie d'ouverture sur le monde, de dialogue des cultures. Est-ce que ce n'est pas un prix de trop? Et qu'est-ce que ce prix va apporter en plus au paysage des prix littéraires? C'est pas un prix de trop, parce que sinon, chaque fois qu'un écrivain sort un roman, on va dire c'est un roman de trop. Le prix doit avoir un esprit, le prix doit avoir aussi sa singularité, et en l'occurrence, notre prix n'est pas un prix de trop, puisque nous voulons intégrer la dimension un peu du monde à l'intérieur des choix qui sont faits. Or, aujourd'hui, on trouve beaucoup de parutions dans la littérature, mais pas forcément des livres qui prêchent la courtoisie, qui prêchent un peu la connaissance de l'autre, les échanges dans les cultures. Soit vous avez des livres, c'est toute une flopée, qui sont très parisiens, autocentrés, nombriliques, des livres qu'on publie sur les rives de la Seine où on se félicite les uns les autres. Dès que vous prenez le roman, vous rentrez dans l'avion, vous voyagez, vous l'ouvrez, le roman s'est désintégré puisqu'il ne peut pas voyager. Donc nous, on recherche des livres qui peuvent aller très loin, où l'imaginaire de l'homme recherche ce qui fonde notre humanisme, c'est-à-dire la rencontre. Or, dans ça, on ne peut pas dire qu'il y a un prix de trop. C'est un prix qui vient s'installer dans son créneau pour montrer que même si d'autres prix existent aux alentours, nous on reprend la formule d'Alfred de Musset qui dit « Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre et cette eau étanche finalement notre soif. » Mais on verra que c'est un prix très très sérieux. Alain Mabankou, dernière question, que lisez-vous en ce moment? Alors, je lis beaucoup de livres parce que je dois faire des chroniques pour Jeune Afrique, je dois envoyer à gauche et à droite des chroniques, parfois ce sont des livres imposés. Bon, donc là, je suis en train de lire un roman d'une amie qui s'appelle Stéphanie Hocher, une écrivaine française, Les Éphémérides, paru aux éditions Rivage. C'est un écrivain que je suis depuis très longtemps, très talentueuse elle est, et je regrette que le grand public ne la connaisse pas encore jusqu'à présent. Mais je ferai tout pour dire aux gens que vous avez tort, c'est comme ça que la grande littérature passe à côté. Il faut lire Les Éphémérides de Stéphanie Hocher, paru chez Rivage. Alain Mabankou, merci. Et bonne chance à ce nouveau prix, le prix François. Merci beaucoup.